présenter l'étude qu'on a menée en 2021 à l'initiative du Conseil emploi-formation pour la SHF et avec de nombreux partenaires sur éleveurs de chevaux de sport, anticiper le marché de demain. Donc l'élevage de chevaux de sport a été confronté à de multiples choses dans les 10 dernières années qui ont fortement impacté la production qui a beaucoup diminué. Et le marché est en constante évolution, il n'est pas toujours facile pour les éleveurs d'anticiper le marché, et donc on a voulu faire cette étude pour aider les éleveurs d'équidés de sport à anticiper le marché de demain. Donc il y a deux volets sur cette étude, une analyse de la situation actuelle, avec une analyse des éleveurs d'un côté et une analyse du marché, donc de la demande sur le marché du cheval de sport de l'autre côté, et une analyse des évolutions futures sur le marché des équidés de sport. Alors, tout d'abord, qui sont les éleveurs? Donc, c'est une étude qui est basée sur une enquête qualitative exploratoire dans un premier temps, et ensuite on avait lancé un sondage auprès de tous les naisseurs de la Basse-Cire qui avaient fait naître un poulain de race sport loisir entre 2017 et 2020. Et donc ce sondage a permis de récolter un peu plus de 2000 réponses. Donc sur cette période, on avait à peu près 50% d'amateurs, enfin grosso modo, une moitié d'éleveurs amateurs pour une moitié d'éleveurs professionnels. Alors là, on va faire un focus sur ces éleveurs professionnels qui ont généré sur la période analysée à peu près 80% des naissances. On a 4 grandes tendances qui se sont dessinées. Alors on se retrouve avec des éleveurs professionnels qui ont au final peu d'ambition économique sur leur élevage équin pour loisirs, avec une rentabilité qui est rarement atteinte. On a constaté du coup une diversification d'activités qui est très présente, aussi bien dans le cheval que dans le domaine agricole, avec par exemple dans le cheval des prestations d'élevage liées à l'enseignement ou d'autres pensions. On a constaté aussi des stratégies de vente plutôt opportunistes. On a près de 4 éleveurs sur 10 qui vendent de leurs équidés produits à tout âge quand le client se présente. Et enfin, on a fait un constat, c'est pour ceux qui sous-traitent la valorisation de leurs équidés, cette sous-traitance était souvent source d'insatisfaction. Donc ensuite, on a essayé de croiser tous les résultats du sondage pour essayer de qualifier 4 profils. Enfin, on a sorti 4 profils types d'éleveurs professionnels. Donc il y a un premier profil qu'on a appelé l'éleveur qui vit de son activité d'élevage, où là, l'activité équine, sport loisir est une activité principale. Ses activités sont 100% dans le cheval. Il a plutôt un objectif de rentabilité et son élevage est plutôt une source de revenus, même s'il est souvent qualifié d'insuffisant. On retrouve ici les salariés employeurs. Les prestations d'élevage sont essentielles. Elles génèrent de 10 à plus de 50% du chiffre d'affaires d'élevage. Là, on a un éleveur qui vend majoritairement plutôt des chevaux valorisés. Et le revenu annuel de son foyer, donc le plus faible des 4 profils types, se situe plutôt en dessous de 20 000 € annuels. Ensuite, on a 3 autres profils d'éleveurs qualifiés autodéclarés professionnels, où là, l'activité et l'élevage équin est une activité professionnelle secondaire. Alors, on les a appelés, ces 3 profils types, on l'a appelé le polyéleveur, l'éleveur qui se cherche, et enfin le passionné. Alors le polyéleveur, en fait, c'est un agriculteur diversifié qui a une haute production animale ou végétale. Il a plutôt un objectif de rentabilité sur son élevage équin. La situation économique est plutôt à l'équilibre entre recettes et charges. Il propose également des prestations d'élevage plutôt essentielles qui génèrent entre 10 et 50% de son chiffre d'affaires élevage équin. Il vend plutôt majoritairement des chevaux débourrés et le revenu de son foyer se situe entre 20 et 40 000 € annuels. Ensuite, on a l'éleveur qui se cherche. Alors celui-là, ce qui le caractérise, c'est qu'il démarre souvent son activité d'élevage. Il n'a pas forcément d'objectif de rentabilité ou un objectif d'équilibre. Et la situation économique de cet élevage est pour l'instant plutôt une dépense. Il propose quelques prestations d'élevage, mais qui représentent moins de 10% de son chiffre d'affaires d'élevage. Et là, c'est vraiment l'éleveur qu'il va falloir accompagner. Là ensuite on a le passionné. Alors le passionné, on l'a aussi appelé l'apporteur d'affaires. En fait il n'a pas d'autre activité agricole, il sous-traite tout ce qui est débourrage, valorisation, il ne propose pas de prestations d'élevage. La situation économique de son élevage équin est plutôt une dépense et c'est le revenu, c'est lui qui a le revenu du foyer annuel le plus élevé, de 40 à plus de 100 000 €. Alors, c'était un focus rapide sur les professionnels. Là, rapidement, un petit focus sur les éleveurs amateurs. Donc, sont-ils finalement clients ou concurrents?
Ce que l'étude nous a permis de constater, c'est que quand même, pour les éleveurs professionnels qui ont ces éleveurs amateurs clients, c'est vraiment une source de revenus indispensable, régulière. Les éleveurs à titre principal, il y en a les 3/4 qui proposent des prestations d'élevage. Alors ces clients sont perçus comme souvent chronophages, mais essentiels. Ils sont à la recherche d'une qualité de service, ils ne négocient pas forcément les tarifs. Et ce qui est ressorti, c'est que vraiment, il y avait un besoin de structurer et de renforcer cette offre vis-à-vis des amateurs pour que les éleveurs pros puissent mieux valoriser économiquement cette offre et surtout valoriser tout ce qu'ils proposent économiquement, aussi bien l'acte technique, le conseil et la formation dont ils font preuve vis-à-vis de ce public, et essayer de bien différencier la prestation pro de la prestation amateur. Alors ensuite, c'est des éleveurs amateurs qui sont souvent critiqués aussi. Alors l'étude a montré qu'il y en avait 44% qui ne vendaient pas leurs équidés produits, et ces amateurs, au final, il y en a peu qui envisagent de se professionnaliser, et ce qu'on a constaté, c'était carrément même inapproprié de leur proposer une professionnalisation pour la plupart. Merci. Donc moi maintenant je vais vous parler du marché du cheval. Donc d'abord un état des lieux du marché du cheval en 2020. Donc cet état des lieux, il a été réalisé grâce à 2 enquêtes. Une première qu'on a réalisée sur les acheteurs 2020 de chevaux sur le territoire, mais aussi de chevaux importés, et une deuxième réalisée auprès de personnes qui projetaient d'acheter un cheval à l'avenir. Donc au niveau global, pour l'utilisation sport-loisir, en 2020, on a 44 500 équidés qui ont été achetés sur le marché français, 3 700 qui ont été importés, ce qui fait en tout 48 200 équidés achetés en 2020 donc pour le sport-loisir, auquel on ajoute 3 300 équidés qui ont été exportés pour le sport. Donc si on regarde la tendance globale, 2010-2020, elle est plutôt à la baisse au niveau du sport loisir, mais c'est surtout porté par l'activité polyvalente sans compétition qu'on classe dans le loisir, donc surtout porté par le loisir. La compétition, elle, en revanche, est légèrement en augmentation, et de même que les exports. Alors, quand on regarde les produits qui sont vendus sur le marché du sport loisir, on voit que c'est quand même bien segmenté. On a 6 catégories à peu près de produits qu'on retrouve. Donc on a les jeunes chevaux et poneys qui sont achetés par des professionnels pour valoriser, ou alors par des amateurs qu'on a appelés passionnés isolés qui cherchent des chevaux verts à faire à leurs mains et qui sont plutôt hors structure. Après on a des chevaux qui sont prêts à concourir, qui sont achetés plutôt, alors on l'appelait amateurs aisés, donc ils sont achetés à prix élevé par des personnes plutôt relativement aisées pour eux-mêmes concourir tout de suite ou pour leurs enfants. On a des importés qui, quand ils sont achetés pour la compétition, sont sur le même créneau en fait que les chevaux prêts à concourir et achetés par les mêmes personnes. On a les réformés des courses. Alors les réformés des courses, ils sont achetés plutôt pour des activités polyvalentes ou alors de la promenade. Et quand il y a de la compétition, c'est très souvent de la compétition vraiment occasionnelle. Et ils sont achetés plutôt à très bas prix par des personnes qui ont un niveau d'équitation plutôt bas. Voilà. Ensuite, on a les équidés d'instruction et les équidés pour la promenade. Alors, si on regarde au niveau des clients cibles des éleveurs que Françoise nous a présenté tout à l'heure, on est plutôt sur les 3 catégories du haut. Les jeunes chevaux et poneys, donc les clients, c'est plutôt les professionnels, les amateurs passionnés isolés, qui sont les clients directs, et les amateurs aisés, qui vont être les clients plutôt indirects ou clients potentiels, puisqu'on voit qu'ils sont achetés par les circuits plutôt avec un intermédiaire, marchand, cavalier pro. Alors, l'acte d'achat, enfin l'achat sur le marché du cheval, c'est un produit, mais c'est aussi un acte d'achat. Et en fait, sur le marché du cheval, les acheteurs amateurs ont des besoins qu'ils expriment pour pouvoir faire une transaction idéale. Et parmi les 3 besoins qui ressortent en priorité, on a le besoin de sécurité, le besoin de conformité et le besoin de bienveillance. Cependant, quand on leur pose la question, on a beaucoup de critiques qui sont émises par ces acheteurs sur les circuits d'achat, notamment la transparence du marché, tout ce qui fait le prix aussi du cheval, qui montre que le besoin de sécurité et aussi parfois de bienveillance ne sont pas toujours respectés. Cependant, les éleveurs jouissent quand même d'une bonne réputation, puisqu'on a 6 futurs acheteurs sur 10 qui, quand on leur pose la question, veulent privilégier un achat auprès d'un éleveur, justement parce qu'ils pensent que les éleveurs vont satisfaire ces besoins-là et déclencher un coup de cœur.
Alors ensuite, pour se projeter dans l'avenir, donc anticiper le marché des équidés de sport de demain, on a réalisé des entretiens auprès des experts du marché du cheval de sport. On a utilisé aussi toutes les enquêtes, donc les dernières enquêtes réalisées, mais toutes celles réalisées depuis 2010 par l'Observatoire économique. Et puis aussi, on a analysé des bases de données comme CIR et les bases de données des certificats d'exportation des équidés. Alors, au niveau qualitatif, quels facteurs vont impacter le marché? Alors, on a plusieurs facteurs qui risquent d'impacter le marché dans l'avenir et on va voir leur impact. Donc la digitalisation, ça c'est le fait d'utiliser Internet dans les démarches d'achat. Donc c'est un facteur important qui est en augmentation. On a 4 acheteurs sur 10 qui repèrent leur cheval, enfin qui ont repéré leur cheval à acheter en 2020 sur Internet. Mais attention, ça a quand même un potentiel de développement assez limité parce qu'on a un futur acheteur sur 10 qui est complètement réfractaire à l'utilisation d'Internet pour l'achat d'un cheval. La transition écologique, alors pour le moment, elle n'est pas évoquée dans les raisons d'achat, donc elle n'a pas d'impact pour le moment, mais on sent que ça va avoir de l'impact à l'avenir et on a 7 futurs acheteurs sur 10 qui sont sensibles au respect de l'environnement dans l'élevage du cheval qu'ils souhaitent acheter. Le bien-être animal, on en a parlé un peu tout le long, donc on a une prise en compte forte dans la population et on a 9 futurs acheteurs sur 10 intéressés par un équidé qui va être élevé dans le respect de son bien-être. Alors là-dessus, on a un créneau sur ces 2 derniers facteurs, on a un créneau pour les éleveurs de mettre en valeur un peu leurs pratiques d'élevage. Ensuite, l'évolution des pratiques équestres, c'était un signal fort entre 2010 et 2015. On avait une forte augmentation des chevaux qui étaient achetés pour être travaillés à pied également. Là, ça rentre un peu plus dans les mœurs. On a un client sur 10 qui juge qu'il a des pratiques innovantes comme l'éthologie et le travail à pied. Et on peut dire seulement, mais voilà, 4 futurs clients sur 10 qui sont intéressés pour un dressage préalable à ces futures pratiques. Donc à prendre en compte dans le besoin du client surtout. Alors ensuite, l'analyse de la concurrence sur ce marché. Donc suite au souhait de diminution de l'abattage des sociétés mères des courses, on s'est posé la question de la concurrence des pur-sang et trotteurs qui arrivaient sur le marché de la compétition. Alors effectivement, on a une hausse des achats des pur-sang et des trotteurs pour la compétition, plus 5 points et plus 1 point. Mais on a vu tout à l'heure que pour le moment, c'est pas du tout la même cible, c'est pas les mêmes clients. Ce sont des clients qui achètent plutôt à bas prix et pour faire de la compétition, mais qui se rapprochent plus d'une utilisation loisir. Et ensuite, la concurrence internationale. Donc, les gens, quand on leur demande pourquoi ils ont acheté un cheval importé, il y a 2 types de réponses. D'une part, parce qu'il y a un manque d'offres françaises, comme pour les chevaux de dressage par exemple, ou alors il y en a certains, et c'est pas négligeable, où c'est complètement par hasard. Donc il y aurait potentiellement un potentiel de développement pour les éleveurs français. D'autant plus qu'il y a 7 futurs acheteurs sur 10 qui sont intéressés par une production française. Alors après, on a voulu projeter quantitativement et confronter l'offre et la demande sur le marché du cheval d'ici 2030. Alors, par offre, on entend tous les équidés qui sont produits pour faire du sport en France, donc tous les équidés de race de sport, et plutôt, donc qui vont être vendus pour faire du sport, donc plutôt âgés de 0 à 15 ans, qu'on va confronter à tous les équidés qui vont être recherchés sur le marché pour faire de la compétition. Donc pour chacun des deux, on a fait 3 projections qui sont basées sur les évolutions antérieures pour pouvoir avoir des projections pas trop farfelues. Donc une projection pessimiste qui est la moyenne des 5 évolutions passées les plus basses, une projection tendancielle qui est la moyenne des évolutions des 10 dernières années, et une projection optimiste qui va être la moyenne des 5 évolutions les plus hautes. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que l'offre risque de fluctuer beaucoup plus d'ici 2030 que la demande qui reste plutôt moins dynamique. Mais par contre, on a toujours une demande qui reste supérieure à l'offre. Donc à partir de ces projections, on a réalisé 3 scénarios qui sont du coup dépendants de la production et donc plutôt des éleveurs. Donc un premier scénario qui est plutôt un scénario de manque de production, avec une offre pessimiste autour de 18 000 chevaux et une demande
pessimistes autour de 26 000. Donc là, on sera en manque de production, donc tous les chevaux devraient être utilisés en compétition, ou alors on faudra envisager d'optimiser les carrières sportives, et une augmentation des prix et de la concurrence. Et si la demande se dynamise et passe sur les projections tendancielles, voire optimistes, on a le cheval de sport qui deviendra carrément un produit de luxe, avec une forte augmentation donc, des acheteurs qui vont se retourner vers la concurrence. Scénario numéro 2, un marché qui se tend, c'est le scénario qu'on connaît actuellement, où on est sur une offre plutôt tendancielle, avec 21 500 équidés, et quelles que soient les projections au niveau de la demande, on a un marché en tension, une légère augmentation des prix et de la concurrence, et des éleveurs qui vont tout de même devoir améliorer leur stratégie commerciale pour être concurrentiels, d'où l'important des facteurs d'évolution de la digitalisation, de la concurrence des importés et des réformés. Et le troisième scénario, c'est si on a une offre optimiste, donc c'est en surproduction, avec 25 800, on sait 25 800 équidés de races de sport à vendre, quelle que soit la projection sur la demande. Tous les chevaux ne pourront pas être vendus pour le sport, donc les éleveurs devront s'orienter vers le loisir. On aura plutôt une baisse des prix. Et là, alors, rentrera vraiment en compte l'importance de la prise en compte du besoin client, de la mise en valeur de l'élevage et des produits. D'où l'impact de la digitalisation, du bien-être, la transition écologique et de l'évolution des pratiques. Et je vais passer la parole à Françoise pour la conclusion. Donc suite à ces deux études, on a essayé de recouper et d'essayer de dégager quelques leviers prioritaires. Donc là, on a choisi de vous en présenter 3. Donc le premier volet, ce serait mieux vendre au final, accompagner les stratégies commerciales des éleveurs professionnels. Donc ça passerait par une aide, un accompagnement pour développer la relation client, la prise en compte du besoin, la communication, les outils de commercialisation. Il y a un besoin qui a été largement exprimé par les éleveurs professionnels. Et tout cela pour se préparer aux attentes des clients 2030. Et puis la deuxième piste, ce serait aussi de faciliter, d'assainir les intermédiations pour fidéliser et puis mettre en confiance totalement les clients. Le deuxième volet, ce serait mieux vivre, augmenter les sources de revenus. Ça passerait peut-être avec un renforcement des interactions entre éleveurs. Donc, essayer de structurer l'offre, notamment des prestations d'élevage, de renforcer l'attractivité de cette offre auprès des éleveurs amateurs et bien considérer l'offre, vendre de la prestation technique, mais aussi de la formation et le conseil auprès de ces éleveurs. Une deuxième piste, ce serait de professionnaliser les amateurs qui le souhaitent. Et troisième piste, ce serait de sécuriser les parcours d'installation. Comme Anne-Lise l'a montré, il ne faudrait pas que la production ralentisse de trop. Et le troisième volet, ce serait mieux produire en accompagnant les stratégies de production et notamment en construisant un réseau solide de professionnels de la valorisation.